C'est quelqu'un d'autre qui gère la salle d'attente ou est-ce que c'est moi du coup, tout à coup? Non, c'est quelqu'un d'autre. Ok, super. Parce que je l'ai comme chou. Ouais. Tout va bien. C'était très bien. Je suis connecté aussi. On a fait. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, ok, merci. On attend encore un petit peu, hein. On attend 2 minutes. Madame Steinberger, on a une demande pour enregistrer. Est-ce que ça vous pose un problème? Allez-y. Pardon. C'est lancé. Allez-y. Allez-y. Tu vas? Allez-y, je veux dire, d'accord. C'est lancé, oui. Ah, c'est lancé déjà. Ah, je mets une veste. On a dit 5 minutes, là. Encore 2. 5 minutes, Valaisanne, oui. Exact. C'est toujours moins de 10 qui évolue. 10 mois qui évolue. Ça me fait patient. Ça enregistre. Bien, les 5 minutes sont passées, les 5 minutes. Les 5 minutes valaisannes, comme dit Vincent. D'abord, bonjour à tous, en présentiel ou en ligne. Merci de participer à cette présentation, à cette discussion. J'aimerais tout d'abord présenter l'objectif de cette présentation. Au départ, c'était prévu de faire une rencontre des marques territoriales orientées, qui ont en tout cas un ADN orienté sur l'économie positive en présentiel. Les agendas du mois de juin ont fait qu'on a dû se rabattre avec une présentation à distance et on se rencontrera en automne pour poursuivre les discussions, les échanges. Peut-être pour notre conférencière du jour, 2 mots sur cette plateforme. C'est quelque chose de relativement nouveau. On a un point commun entre toutes ces marques qui sont disséminées un petit peu partout en Europe, donc en Suisse, en France, en Belgique aussi. C'est des marques qui visent à convaincre les entreprises, ou en tout cas qui intègrent les entreprises dans leur démarche de promotion et dans leur démarche d'amélioration, notamment liée au développement durable. Donc une double identité, d'abord un attachement au territoire qui est très fort. Le local est une de nos valeurs clés. Et puis une deuxième qui vise plutôt l'avenir en se demandant comment est-ce que nos territoires peuvent évoluer vers plus de durabilité. Et pour nous, il est évident que pour que les territoires évoluent, il faut que l'économie et les entreprises du territoire évoluent également dans cette direction. Donc c'est un petit peu le point commun qui nous réunit tous aujourd'hui. On a fait une première rencontre il y a une année, on avait souhaité se rencontrer aussi aujourd'hui pour se challenger, pour essayer de comprendre ce que chacun d'entre nous, les problématiques de chacun d'entre nous et de trouver des solutions. On a la chance aujourd'hui d'avoir une conférence qui est, à mon sens, particulièrement bien adaptée à nos problématiques. C'est la conférence de Madame Julia Steinberger. Pourquoi je dis bien adaptée? Parce que je crois que Madame Steinberger pourrait être
Alors avec nous, sur les marques de territoire, elle a comme particularité de travailler sur des domaines interdisciplinaires, ce qui est vraiment une des particularités de nos démarches, et d'essayer de comprendre l'interconnexion entre les ressources et la performance sociétale et le bien-être humain. Donc c'est pile poil, hein, si j'ose dire, ce qui nous anime tous dans nos démarches. Elle essaie de comprendre aussi les conséquences environnementales sur l'activité économique, et là on revient sur ces notions d'économie positive et d'entreprise. Et puis évidemment on la connaît par le fait qu'elle est l'auteur principal du troisième rapport du GIEC qui est tout récent et qui date de 2022. Donc voilà, on a la chance d'avoir Madame Steinberger aujourd'hui avec nous en ligne, et on se réjouit beaucoup de vous entendre et de vous questionner aussi, et peut-être de nous inspirer, c'était le thème de cet après-midi, de nous inspirer sur l'évolution de nos projets, sur l'évolution de nos marques. Alors voilà, sans plus attendre, Madame Steinberger, je vous passe la parole. On a déjà la chance d'avoir vos slides en ligne. Et puis, j'imagine qu'on s'offre une petite partie de questions à la fin de votre conférence, ou si vous préférez des questions en ligne, ça c'est à vous à décider comment on va fonctionner ensemble. Madame Steinberger, je vous cède le micro. Et puis j'ai dû me déplacer parce que j'ai eu un problème avec Internet dans mon bureau, je ne sais pas pourquoi. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voyez. D'accord, donc je pense que vous voyez ce slide et puis vous voyez ma petite flèche qui se balade. On voit le slide, on voit la flèche qui balade. Ok, super. Parce que le seul problème, c'est qu'avant, j'étais sur 2 écrans, maintenant, je suis que sur un, donc je ne vous vois pas, mais comme ça, vous voyez la présentation. Et on vous entend très bien. Ok, merci. Et je vais juste commencer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous faire un résumé des 3 rapports du GIEC qui sont sortis. En fait, le GIEC, c'est un groupement intergouvernemental d'experts sur le climat qui travaille dans 3 groupes de travail différents, et chaque groupe de travail produit un monstrueux rapport. Et ces 3 rapports sont sortis cette dernière année, c'est-à-dire août 2021, février 2022 et avril 2022. Celui qui est sorti en avril, c'est le groupe de travail 3 sur lequel je suis, et je vous donnerai quelques petites informations supplémentaires sur celui-là. Mais je pense que c'est un bon départ, et en fait, ce que ça vous donne un aperçu du consensus scientifique qui, je pense, est assez unique dans le sens où, malgré le fait que ces rapports soient publics, donnés à tous les gouvernements, présentés à la presse, etc., pour finir, il y a très peu de monde qui s'occupe de les lire. Et c'est triste, mais vrai, surtout les 3. Et du coup, je pense que ça donne un assez bon éclairage. Donc, sans plus attendre, et puis je vais commencer à un niveau assez basique parce que je me suis rendu compte que ça vaut la peine de commencer à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'il y a des faits que vous reconnaissez et qui vous semblent assez basiques, c'est normal. Donc, un point essentiel, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de CO2, surtout en Suisse, quand on parle du réchauffement climatique, et le CO2 est un gaz à effet de serre. Et il est le principal responsable du réchauffement climatique, mais il n'est pas le seul. Et je pense que ça, c'est super important d'y réfléchir dans un contexte suisse aussi, parce que, pour finir, ce sont tous ces gaz ensemble qui font le réchauffement climatique. Donc, les autres gaz à effet de serre sont le méthane, le NO2, c'est-à-dire le protoxyde d'azote, mais on dira juste N2O, et certains autres qui sont issus de l'agriculture ou des énergies fossiles ou de l'industrie. Et il y a une autre grande catégorie de causes du réchauffement climatique qui s'appelle AFOLU, vous allez le retrouver sur les slides, qui s'appelle Agriculture, Forestry and Other Land Uses. Et cette catégorie de changement est en lien avec le changement d'usage des sols, et le changement d'usage des sols a un effet soit qui augmente le réchauffement climatique, soit qui le décélère, malheureusement dans la plupart des cas, qui l'accélère. Pour différentes raisons qui sont en lien avec le déséquilibre radiatif terrestre. Alors, la source des émissions et des tendances, donc en gros, les énergies fossiles engendrent la majorité des émissions de CO2. Ça, c'est un graphique au niveau mondial. Et ce que vous pouvez voir, c'est charbon en gris foncé, pétrole gris clair, gaz naturel ou gaz fossile en bleu foncé.
d'autres sources qui sont en jaune et l'utilisation des sols, cette affolue qui est en vert. Et on voit qu'ils sont pour la plupart en tendance augmentante, à part pour l'usage des sols qui est plus ou moins constant, mais une part importante néanmoins chaque année. Et un des résultats du GIEC qui est très très clair, c'est que notre trajectoire actuelle ne pourra pas limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et là, vous voyez une tendance plus récente qui montre de nouveau ce partage entre le CO2 des énergies fossiles, là qui est tout en bleu. Ensuite, du CO2 qui provient du changement d'usage des sols, lui n'a pas trop changé, ça reste autour des 10%. Le méthane, dont la quantité n'a peut-être pas trop changé, certains disent que ça s'accélère quand même, le protoxyde d'azote, et de façon intéressante, les gaz fluorinés, qui, Dieu sait pourquoi, augmentent, alors qu'ils sont même couverts par le protocole de Kyoto. Mais ce seraient des émissions dont on se passerait volontiers. Qu'en est-il de la Suisse? Alors, la trajectoire suisse est assez intéressante, parce que les émissions provenant du territoire suisse sont en baisse assez douce, je dirais, alors que les émissions de la Suisse en termes de ce qu'elle consomme à l'étranger, c'est-à-dire si on prend tout ce que fait l'économie suisse, y compris la demande à l'étranger, c'est une tendance augmentante. Et donc, la Suisse s'est vraiment positionnée comme une importatrice d'émissions. Et d'ailleurs, c'est le pays avec le ratio le plus haut d'émissions importées comparé aux émissions produites, ce qui est intéressant. Et point Covid, alors on a une pause Covid en effet de 2020 qui correspond à environ une baisse de 7% des émissions de CO2 au niveau mondial. Et les émissions ont rebondi en 2021 et malheureusement devraient même croître en 2022. Donc on n'a pas du tout utilisé la pause Covid comme un potentiel de changer les politiques publiques ou les investissements ou les façons de vivre. C'est simplement une pause. Et ça repart de plus belle, malheureusement. Je suis désolée. Merci. Alors, je suis désolée pour l'interruption, c'est une collègue qui est passée. Un des points assez intéressants, c'est que la tendance négative, en fait, ça correspond à une accélération du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a sur cette... là, ça montre la concentration des CO2 dans l'atmosphère qui court. C'est-à-dire que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, mais le niveau auquel il s'accumule est en train d'accélérer. Donc, dans les années 60, 70, c'était autour des 1 parts pour million d'accumulation par année. Et puis maintenant, on est nettement autour des 2,5, certaines années même plus. Donc, on est vraiment dans une tendance d'accélération dans la mauvaise direction. Pour certains secteurs, la Suisse est parmi les pires. Par exemple, le parc automobile suisse est le plus polluant d'Europe par kilomètre. Donc, pas dans la totalité de ce qui est conduit, mais par kilomètre parcouru, le parc automobile suisse est le plus polluant. Donc, on voit que l'Allemagne, pour les autres pays d'Europe, je crois, est le pire à 131 grammes de CO2 par kilomètre. La Suisse à 138, donc pire que l'Allemagne. Ah non, je viens de voir que la Slovaquie est aussi plus grande que l'Allemagne. Et un pays comme la Norvège, qui a beaucoup axé ses politiques sur le transport électrique, est à moins de la moitié des émissions de la Suisse, donc autour des 60 grammes de CO2 par kilomètre parce qu'ils sont passés à la voiture électrique. Donc ça, c'est quelque chose où c'est clair que c'est juste pour montrer qu'on a encore beaucoup de travail à faire, même dans un pays comme le nôtre. Alors, ça, c'est de nouveau un graphique qui montre les tendances d'augmentation. Mais là, la raison pour laquelle je vous montre ce graphique, c'est que pour vous, c'est peut-être intéressant de savoir par secteur d'utilisation, donc pas simplement par fuel ou par type d'émission, par secteur d'utilisation, où se trouvent ces gaz à effet de serre. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le bâtiment, c'est 6%, le transport, c'est 14%. Le secteur des terres, on va dire, de terre et agriculture et foresterie, c'est 20% autour, l'industrie 24% et le système énergétique 34%. Donc la plus grande part sont les systèmes énergétiques, mais bien sûr les systèmes énergétiques
on n'utilise jamais de l'énergie juste pour ça, on le redépartage dans ces autres secteurs. Et il y a une étude qui a été faite qui fait ce départage. Donc ça, c'est la même distribution à gauche que vous aviez dans le slide précédent, mais maintenant, où la partie du secteur énergétique est redistribuée dans les autres secteurs. Et vous pouvez voir que le secteur énergétique reste avec quand même une part de 11% des émissions, c'est-à-dire ce sont des émissions que le secteur utilise pour lui-même, mais le secteur industriel augmente à 35%. Le secteur agricole reste plus ou moins pareil, autour des 21-22%. Et les transports augmentent un tout petit peu. En gros, transport et industrie restent plus ou moins pareil, mais le bâtiment augmente de façon significative à 17%. Donc, ça, en fait, quand on considère la consommation énergétique, ces secteurs changent aussi. Et vous pouvez voir ce partage par différentes parties, types d'activités à l'intérieur de ces secteurs. Et une chose que ce graphique nous donne comme information, c'est qu'il n'y a pas de transformation magique. Il n'y a pas une seule chose qu'on peut faire, il n'y a pas un seul secteur à transformer. Le secteur énergétique, c'est clair, il faudrait le transformer et enlever toutes les énergies fossiles. Mais à l'intérieur du secteur de l'utilisation, tous les secteurs sont vraiment touchés. Et en particulier, celui du transport est particulièrement difficile à décarboniser. Avec les voitures électriques dans un sens, mais d'autres parties du transport sont plus difficiles, le secteur d'usage des sols est difficile, etc. Donc, il faut beaucoup de stratégies différentes pour réussir à atteindre zéro émission. Il faudra des stratégies dans tous les secteurs industriels, en gros. Et ça, c'est une des choses qui est vraiment très intéressante et très importante à comprendre. Il n'y a pas une seule solution magique et qu'il faudra agir sur tous ces leviers différents. Si les émissions ne sont pas immédiatement réduites à zéro, pas immédiatement réduites, de manière radicale à travers tous les secteurs, maintenir le réchauffement à 1,5 degré, ce que demande l'accord de Paris, ne sera pas possible. Ça, c'est un résultat très important de mon groupe de travail au GIEC. Et les trajectoires de ces émissions sont vraiment très, très, très différentes. C'est-à-dire que si on continue la trajectoire actuelle, qui correspond plus ou moins à une espèce de croissance modeste, voire stabilisation des émissions, nous allons vers les 3 degrés, 3,2 degrés en fait. Et si on veut rester bien en dessous, atteindre les 1,5 degrés ou 2 degrés, il faut vraiment que cette trajectoire s'infléchisse très, très rapidement, avant 2025, tout de suite. La température, ça c'est un point très, très important. C'est-à-dire, si on réduit les émissions à zéro, ça ne veut pas dire qu'on réduit le réchauffement à zéro. Si on réduit nos émissions à zéro, on stabilise la température au point où elle est lorsque nous arrivons à ces zéro émissions. C'est-à-dire que si on continue d'émettre et qu'on réchauffe la planète à 3 degrés et qu'on arrête nos émissions à ce moment-là, la planète, elle reste à 3 degrés. Si on réduit nos émissions beaucoup plus rapidement et qu'on s'arrête à 1,5 degré, on arrive à atteindre zéro émission à 1,5 degré, on reste à 1,5 degré. Donc, il faut vraiment le comprendre comme ça. En fait, c'est comme une baignoire qu'on remplit. Quand on a réussi à fermer le robinet, la baignoire reste quand même à un certain niveau d'eau, et ce niveau, pour nous, ça correspond à la température de réchauffement. Alors, les impacts, ceci sont des résultats du deuxième groupe de travail du GIEC, et on a vraiment, alors là, les collègues, ils ont vraiment fait des progrès incroyables, où ils réussissent à dire la fréquence et la sévérité d'événements extrêmes qui sont liés qui sont dus au réchauffement climatique, et arrivent même à le faire au niveau régional. Mais ceux-ci sont des résultats globaux. Ça montre les résultats pour les canicules. Donc, si on avait une canicule qui arriverait d'une force qui arriverait une fois tous les 10 ans dans l'ère pré-industrielle ou avant 1900, à 1 degré, c'est 3 fois pire. À 1,5 degré, c'est 4 fois pire. À 2 degrés, c'est presque 6 fois pire. Et à 4 degrés, c'est 9 fois pire. À 4 degrés, ça veut dire que ces canicules arriveraient pratiquement tous les ans. Donc, les années exceptionnelles seraient les années où il n'y aurait pas ce type de canicule.
Pareil pour les sécheresses. Donc, les sécheresses qui arrivaient une fois tous les 10 ans augmenteraient à une fois tous les à 4 ans sur 10 si on arrive vers les 4 degrés. Et puis, à 1,5 degré serait déjà 2 fois pire. Et l'intensité des précipitations, donc ça, c'est les pluies très, très, très violentes, qui comptent donc les intempéries avec vraiment un grand déversement de volume d'eau, qui sont responsables pour toutes les inondations que nous avons vues ces dernières années en Europe et par le monde. Et ça, c'est un phénomène assez facile à comprendre, en fait, parce que à chaque degré de réchauffement, il y a 7% de plus d'humidité qui peut être stockée dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que ça augmente 7% plus à 1 degré. Ensuite, c'est fois 7%. Donc 7% fois 7%, ça fait 10%. 14% à 2 degrés, 30% à 4 degrés. Et c'est quelque chose qui a déjà des impacts dévastateurs chez nous, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans un climat où toutes les infrastructures qui sont prévues, que ce soit gouttières ou égouts, etc., pour gérer un volume de pluie normal ne suffit tout simplement plus dans un monde déjà avec au réchauffement où nous sommes actuellement. Le réchauffement climatique augmente ce risque d'événements extrêmes dans toutes les régions du monde. Là, je suis désolée, c'est un slide qui n'a pas été complètement traduit de l'allemand, mais je peux vous dire de quoi il s'agit. Donc, nous avons les chaleurs, donc les canicules, les précipitations extrêmes et les vagues de chaleur extrêmes, et l'Europe de l'Ouest, du centre-ouest, qui est ce petit hexagone, est touchée par toutes ces intensifications de ces types d'événements extrêmes. Il y a certaines régions du monde qui sont touchées par une ou par deux. L'Europe du centre-ouest est une des régions qui est touchée par toutes. Donc ça, c'est quelque chose, nous devons faire face à tous ces types d'impacts. Les risques en Europe sont particulièrement, vont tous devenir modérés à 1,5 degré et tendance élevée, voire et très élevée à 2 et 3 degrés. Donc, quand on parle du stress dû à la chaleur, mortalité et morbidité chez les êtres humains, perturbation des écosystèmes, perte de récolte, qui est bien sûr une grande inquiétude actuelle, pénurie en eau, moins en Europe que dans certaines zones, mais quand même beaucoup pire, bien pire que ce qu'on a eu, et des crues, des fleuves, des intempéries. Donc, nous arrivons dans une époque où dans des époques où nous allons vivre ces événements de manière collective. L'impact sur la biodiversité sera particulièrement dévastateur. Donc, ceci sont des résultats au niveau mondial. C'est une étude qui a été publiée en 2018 qui étudiait le pourcentage d'espèces chez les vertébrés, les plantes et les insectes qui perdraient 50% ou plus de leur portée géographique, c'est-à-dire étant à risque d'extinction. Donc, c'est comme ça qu'on le considère. Et à 1,5 degré, on voit que c'est 4% des vertébrés, 8% des plantes et 6% des insectes. À 2 degrés, ce serait 8% des vertébrés, 16% des plantes et 18% des insectes. Donc, on voit que c'est une augmentation d'un facteur de plusieurs. Et à 3,2 degrés, qui est la température vers laquelle nos politiques et nos trajectoires actuelles nous portent, c'est un quart des vertébrés et près de la moitié des plantes et des insectes. Donc, pour moi, ce résultat, et avec les autres, montre très clairement qu'un avenir où nous sommes à 3,2 degrés d'ici 2100, c'est-à-dire notre trajectoire actuelle, est un avenir où la possibilité d'une civilisation humaine n'est pas possible, pour dire les choses très simplement. C'est une disruption trop importante dans le monde du vivant dont nous dépendons entièrement. Et nous n'aurons, je pense qu'il n'y a pas d'espoir de s'en sortir de manière correcte. À quel niveau de réchauffement sommes-nous actuellement? Nous sommes au niveau des 1,2 ou 1,1. On dirait que je pense qu'on est peut-être un peu plus qu'à 1,2 déjà cette année, en route vers les 1,3. Normalement, les 1,5 degrés devraient être atteints d'ici 2030 ou peu après 2030 sur notre trajectoire actuelle. Donc, nous sommes vraiment, en sachant que les 1,5 degrés sont le but de maintenir le réchauffement à l'intérieur des 1,5 degrés, c'est le but de l'accord de Paris.
sur notre trajectoire actuelle, nous allons échouer d'ici moins de 10 ans. Nous saurons si nous avons échoué ou pas. Et ça, c'est un graphique qui montre un petit peu notre trajectoire actuelle où nous sommes l'accord de Paris nous porte nos engagements pratiques, concrets à l'intérieur de l'accord de Paris nous porteraient vers les 3,2 degrés et nous sommes très loin de la trajectoire pour atteindre les 1,5 ou les 2 degrés. Je vais passer sur ce graphique parce que c'est un petit peu compliqué et j'aimerais bien passer à autre chose, mais juste pour vous expliquer que ces changements sont sans précédent dans l'histoire de l'espèce humaine et du genre humain. Donc dans l'histoire de la planète, il y a eu des époques où la température était plus haute, mais pas dans l'histoire de l'humain. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre, c'est que nous sommes en train de créer des changements à l'intérieur de quelques courtes décennies qui ont pris des millions d'années à se développer dans le passé lointain de la planète avant que le premier hominide se déplace, on va dire. Et à quoi ça ressemble dans notre passé plus récent? Ça, c'est un graphique qui montre où nous sommes actuellement. Nous sommes probablement un petit peu plus haut que ce point actuellement déjà en 2022. Mais au niveau des températures, nous avons cette zone rose qui correspond aux températures de l'Holocène. L'Holocène, c'est les 12 000 dernières années. Depuis la fonte le réchauffement depuis la dernière ère glaciaire. Donc les 12 000 dernières années ont été dans une zone de température très très étroite, à l'intérieur de 1 degré. Vous voyez, ça va entre plus 0,75 et moins 0,25 environ. Et cette stabilité de température, ce petit espace, ces 12 millénaires de température stable et tiède ont permis à notre espèce de développer tout ce qu'on pourrait appeler civilisation, en fait. C'est-à-dire l'écriture, les villes et surtout l'agriculture. L'agriculture s'est développée à l'intérieur de cette ère de l'Holocène, dont nous sommes maintenant sortis de façon absolument radicale et fulgurante et dont nous éloignons à vitesse grand V. Et donc nous allons vraiment vers cet avenir dangereux et très incertain. Un point à rappeler, c'est que l'industrie pétrolière et gazière connaît l'ampleur du problème et ce depuis des décennies. Donc, nous avons des collègues, des chercheurs dans l'histoire des sciences et l'histoire des technologies qui font ce travail d'essayer de comprendre exactement quand est-ce que l'industrie pétrolière connaissait l'ampleur du problème. Et ils sont remontés jusqu'à 1950. Mais le graphique que je vais vous montrer date de 1982, mais c'est-à-dire que c'était une époque où les industries pétrolières connaissaient ce problème, son existence depuis déjà 30 ans, et avaient en fait déjà financé et mis en place des équipes de climatologues, de chercheurs sur les sciences atmosphériques, terrestres, etc., qui ont, entre autres, fait ce graphique qui montre que l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est montré sur le côté gauche, correspond à une augmentation de température terrestre qui est montée sur le côté droite. Et vous voyez que ce graphique a été fait en 82, donc autour de cette année dans le graphique. Et ce que vous voyez, c'est que l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère qui a été prédite par Exxon, par les scientifiques d'Exxon, correspond exactement presque à notre trajectoire actuelle. Donc nous sommes vraiment plus ou moins sur cette courbe et l'augmentation de la température est plus forte que eux l'avaient prévu, mais correspond plus ou moins. Donc eux, ils n'avaient pas considéré les autres gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'ils sont un peu en dessous. Et ce que vous voyez, c'est que ce graphique indique que l'industrie pétrolière était absolument sans pas la moindre ombre de doute que le réchauffement climatique existait et notre trajectoire et vers quoi on s'aventurait. Mais ils se sont bien gardés de le dire, que ce soit à leurs employés, que ce soit à leurs investisseurs, que ce soit au gouvernement, que ce soit à leurs consommateurs ou aux citoyens. Donc, c'est vraiment quelque chose où ils étaient convaincus en interne et en externe. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du déni et de la désinformation. Donc, ils ont versé des millions et des millions chaque année
pour faire croire qu'il y avait encore des doutes scientifiques, alors qu'eux étaient persuadés. Pour eux, ils se sont même plus du tout posé les questions. D'ailleurs, peu après, ils ont viré l'équipe qui a fait ce graphique et qui était en train de faire les sciences pour eux, parce qu'ils savaient où ils en étaient. Ils savaient vers quoi on s'aventurait, et pour eux, le but, c'était simplement de convaincre le public de ne pas agir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que nous avons des décennies et des décennies de retard dans l'action climatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et là, je vais vous montrer certains résultats de mes projets et certains résultats du GIEC. Donc, ce qui est très intéressant, donc le troisième rapport du GIEC le troisième groupe de travail du rapport du GIEC, donc qui est sorti en avril, a des solutions qui permettraient de réduire les émissions de 50, 70, 80% dans chaque secteur et assez rapidement avec des technologies existantes. Mais un point spécifique qui est très très fort dans ce rapport, c'est de s'adresser à la question de la demande énergétique, c'est-à-dire est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir plus de consommation pour vivre bien, ou est-ce qu'on peut avoir des stratégies qui permettent de produire et consommer différemment tout en préservant le bien-être et puis le progrès social. Parce que pendant très longtemps, on a vraiment réfléchi de la façon que la consommation énergétique et le progrès social, c'est exactement la même chose. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un... Ouais, mais je crois que je ne vais pas tellement vous parler de ces choses-là, parce que c'est... en gros, on essaie d'étudier combien de ressources on a besoin pour avoir un bien-être, satisfaire les besoins humains et avoir un bien-être social. Et puis, alors ça, je vais passer outre, parce que c'est... ouais. Est-ce que je vais passer outre ou est-ce que je vais continuer? Alors, je pense que je vais passer outre, juste notre théorie tient la route, en gros. Et on va passer à ça. Alors, on a voulu chercher d'abord, est-ce qu'il existait des exemples de sociétés où le bien-être était atteint dans le respect des limites planétaires? Et du coup, on a défini le bien-être comme étant le plancher social de l'économie du donut de Kate Raworth, un livre absolument super que je vous conseille, qui est traduit en français sous le titre La théorie du donut, et qui considère comment est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins humains tout en restant à l'intérieur des limites environnementales. Et la réponse de notre étude, c'était s'il y a un pays qui le fait, et la réponse c'est non. Donc, aucun pays n'arrive à faire les deux, en gros. Et là, on a l'exemple de la Suisse qui dépasse les limites planétaires, mais atteint beaucoup de plafonds sociaux, de planchers sociaux, pardon, et le Sri Lanka qui ne dépasse aucune limite planétaire, mais qui est en déficience sociale sur beaucoup de dimensions différentes. Et en fait, en gros, c'est le cas pour beaucoup de pays. Et la question, juste pour expliquer ce que fait ce graphique, chaque fois qu'une frontière biophysique est transgressée, le pays augmente d'un cran sur l'axe horizontal. Chaque fois qu'un pays atteint un seuil social, il augmente d'un cran sur l'axe vertical. Et vous voyez que les pays, il y a pas mal de pays comme le Sri Lanka qui ont peu de seuils sociaux atteints, mais aussi peu de frontières biophysiques transgressées, et des pays comme la Suisse, qui serait par là autour probablement, qui dépassent la plupart des limites planétaires, mais qui ont un bon niveau social. Et il y a aussi des pays qui sont dans le pire des deux camps. Par contre, les pays qui sont dans le meilleur des deux camps, où nous devrions être, il n'y a exactement personne. Et la question devient comment est-ce qu'on arrive, depuis où nous sommes actuellement, à où nous devrions être, c'est-à-dire bon niveau social, sans dépasser les limites planétaires. Alors, je vais vous parler un petit peu d'inégalité parce que c'est très, très important. Alors, il y a la consommation et les émissions sont très inégales et la question de qui consomme quoi est très importante. Alors, l'inégalité dans les gaz à effet de serre est absolument criante, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de presque 100 entre le top 1% des consommateurs au niveau mondial et la moitié la plus pauvre des consommateurs de nouveau au niveau mondial. Le top 1% des consommateurs au niveau mondial émet 2 fois plus d'émissions, 15% d'émissions, que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, qui en émet seulement 7%. Et le 10% les plus riches, qui contiennent beaucoup de Suisses et d'Européens, bien sûr,
le 10% des plus riches émettent environ la moitié des émissions au niveau mondial. Donc ça, c'est un résultat très important. Je vais juste vous montrer un autre résultat qui cartographie les produits selon qui les consomme. Donc, en fait, dans ce cadran, le cadran orange en haut et à droite, vous voyez les produits qui sont les plus polluants au niveau de leur intensité énergétique, c'est-à-dire par dollar dépensé dans l'économie, combien d'énergie est consommée, et qui sont disproportionnellement consommés par les ménages les plus riches au niveau mondial ou international, et on voit que ce sont toutes des catégories de transport. Et ça, c'est super intéressant. Alors que ce qui a une haute intensité énergétique, mais consommé plutôt par les ménages plus pauvres, c'est la chaleur et l'électricité dans les bâtiments. Donc, on a vraiment une disproportion, une division entre les catégories de consommation qui perpétuent l'inégalité et contribuent au réchauffement climatique, et d'autres catégories de consommation où personne n'a envie de dépenser leurs sous dans la chaleur ou l'électricité pour le bâtiment, mais il faut des investissements publics qui permettraient de décarboniser ce secteur et de le rendre plus efficace. Donc, on devra vraiment penser à des stratégies différentes. Et puis, alors, je crois que je vais juste terminer avec ces prochains slides. Alors, pour agir, il y a 3 missions différentes, 3 types de missions différentes. Côté production, c'est réduire à zéro les énergies fossiles et la déforestation et réduire de beaucoup l'agriculture animale. Côté production, c'est aussi augmenter les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut réduire ce qu'il faut moins et augmenter ce qu'il faut plus. Côté consommation, il faut réduire la demande en énergie et garantir des services énergétiques équitables pour tous. C'est-à-dire on n'a pas besoin de consommer de l'énergie en tant que soi, on a besoin d'habiter dans des bâtiments, d'utiliser des infrastructures de transport qui nous permettent de vivre mieux en consommant moins. Donc, augmenter les infrastructures et les technologies efficaces et, au total, transformer nos sociétés vers une sobriété énergétique qui correspond un petit peu à ce que dit l'association Négawatt en France, sobriété, efficacité et renouvelable. Les preuves d'action climatique existent. Un point très positif, c'est que le secteur du photovoltaïque, de l'éolien et même du concentrating solar power, ce sont des espèces de tours où la chaleur solaire est concentrée pour créer de l'électricité. Donc et aussi les coûts des batteries pour les véhicules électriques, tous ces coûts sont en chute libre presque. En tout cas pour le solaire photovoltaïque, et sont même plus que compétitifs avec le coût du mégawatt-heure produit avec les énergies fossiles. Et ça, donc, les énergies fossiles ont des prix très, très, très volatiles. Mais là, on voit que c'est vraiment l'avancée technologique et le savoir-faire qui contribuent au fait que les énergies renouvelables sont maintenant vraiment très compétitives au niveau économique et du coup sont en train de se déployer de façon exponentielle de par le monde. Donc, on voit de plus en plus d'adoption de ces technologies et aussi des véhicules électriques qui sont montrés là. Et je pense juste terminer. Je voulais vous montrer quelque chose, mais tac, tac. OK, on va terminer avec un ou deux slides. Ça, c'est juste pour montrer un petit peu les strates. Ça, c'est un graphique qui provient du 3e groupe de travail du rapport du GIEC qui montre la marge de manœuvre de différentes stratégies de réduction de demande et qui montre que c'est entre un tiers et plus de la moitié des émissions qui peuvent être réduites par ces stratégies. Donc là, on a les émissions avec de gaz à effet de serre qui serait, si on continue sur notre trajectoire actuelle, et les barres bleues, rouges et jaunes montrent le potentiel de réduction des émissions si on agit sur la demande. Donc là, par exemple, si les personnes changent leurs habitudes alimentaires, on arrive à réduire les émissions de ce secteur de façon drastique. Et c'est pareil pour
les produits industriels, l'habitat au niveau des, c'est-à-dire au niveau du bâtiment et au niveau du transport. Ce qui est très intéressant au niveau du bâtiment et du transport, donc ça c'est le transport et ça c'est le bâtiment, c'est que la part des infrastructures, donc les infrastructures sur la partie rouge, les technologies c'est la partie jaune et les facteurs socioculturels comme le comportement sont en bleu, et la part de ces différentes stratégies change selon le secteur, et je pense que ça peut être intéressant à réfléchir, c'est-à-dire de quelle part est-ce que vous avez besoin dans vos activités et dans votre secteur pour participer à ces tendances. Et je voulais juste aussi vous montrer ce slide parce que je pense qu'il est très intéressant et je suis désolée de passer un peu vite. Bien sûr, comme vous pouvez le penser, il y a beaucoup de nouvelles recherches qui sont sorties. Ça, c'est un article qui est sorti juste l'année passée, qui modélise en fait un investissement dans des infrastructures et des technologies efficaces et qui montre deux choses. Au niveau mondial, donc ça, ce seront les investissements en technologie et en infrastructure qui sont nécessaires dans différents secteurs pour réussir à maintenir nos émissions le plus bas possible et de maintenir une bonne qualité de vie, un niveau de vie décent pour tous. Et vous voyez que ces investissements sont particulièrement dans le secteur du shelter, c'est-à-dire de l'habitat. Ensuite, la mobilité. Ensuite, socialization, c'est-à-dire la communication et d'autres infrastructures, la nourriture et la santé. Et ces rectangles montrent, les petits rectangles à l'intérieur, qui sont pour certains pas si petits, montrent les régions qui sont nécessaires pour cet investissement. Donc, vous voyez que, par exemple, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud sont énormes. L'Europe est un des plus petits rectangles pour l'investissement. Donc, les investissements principaux sont particulièrement importants dans l'entièreté du monde. Par contre, une fois qu'on a fait ces investissements, la consommation énergétique mondiale pourrait baisser d'un facteur de 2, c'est-à-dire qu'on serait dans un avenir où tout le monde a un niveau de vie décent en consommant moins d'énergie. Et en particulier dans le secteur de l'habitat, si on investit, on arrive à consommer moins. Par contre, pour le secteur de la mobilité, ça reste un secteur avec une consommation considérable. C'est juste, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire avec la technologie de ce côté-là. Donc voilà, je voulais juste un petit peu réfléchir à ça avec vous, parce qu'en fait, ce que font ces rapports du GIEC, c'est qu'ils appellent à une action absolument urgente et nécessaire, parce que nous nous aventurons sur une trajectoire qui est vraiment désastreuse, mais la transformation qui est appelée, c'est vraiment une transformation de société. C'est pas simplement une transformation de technologie, pas simplement une transformation de nos investissements, c'est une transformation de société dans le sens où on doit s'orienter beaucoup plus vers l'investissement dans les infrastructures et les services publics qui permettent de vivre bien en consommant moins, et beaucoup moins tourné vers la consommation individuelle très inefficace, par exemple de transport dans des grosses voitures, etc. Donc c'est un petit peu ce tournant-là auquel il faut réfléchir. Et j'espère que je n'ai pas été trop longtemps ni trop vite. Je suis désolée, on a toujours envie de faire passer beaucoup d'informations et c'est probablement trop. Alors je vais arrêter le partage d'écran et puis s'il y a encore quelqu'un dans le public, on pourra discuter. Oh oui, on est encore là. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup, Madame Steinberger. J'ouvre la discussion. Je pense que le plus simple, c'est que soit ici, on lève la main, ou alors virtuellement sur Teams. Vous pouvez lever la main pour poser des questions à Madame Steinberger. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont été assommées. Stéphane a l'air dubitatif. responsable des parcs naturels pour la France. Vous l'avez tué, mais il va réagir. Il a des ressources. À qui est-ce que je peux donner la parole? Levez la main. Ici, autour de la salle, autour de la table. Jean-Pierre. Ah, voilà. Jean-Pierre. Bon, je commence. Bonjour. Merci. Madame Steinberger.
Question peut-être, je suis parti de la constituante, qui réécrit la nouvelle constitution valaisanne. Où j'étais très On n'a pas un impliqué. très bon son, Jean-Pierre. Je ne sais pas si tu peux améliorer. Tu as peut-être un petit. Ça va mieux là? Ok. Ouais, donc je fais partie de la constituante valaisanne pour essayer de réécrire une nouvelle constitution. Et j'avais beaucoup travaillé pour faire passer les limites planétaires qui ont visiblement disparu, qui visiblement reviennent. Tant mieux, c'est pas encore gagné. Intégrer en tout cas cette notion dans la Constitution, mais on peut évoquer une problématique politique, parce que aujourd'hui, pour moi, l'aspect formation, accès aux connaissances, c'est quelque chose que à peu près tout le monde a. C'est du déni de se dire qu'on peut plus, qu'on doit encore apprendre plein de choses sur ce réchauffement climatique. Par contre, je me rends compte qu'il y a une crispation très très forte liée aux couleurs politiques. On est vraiment très très dogmatique de tout à gauche jusqu'à tout à droite et avec des positions qui n'arrivent pas à entendre en fait certains de ces discours. Et qu'est-ce que vous avez comme piste pour essayer d'intégrer, de toucher, par exemple, peut-être la droite avec quelque chose qui peut les toucher, la gauche avec quelque chose qui peut les toucher d'une manière ou d'une autre, sans rester dans cette cristallisation politique, d'idéologie politique. Parce que pour moi, ça, c'est un énorme enjeu. Vous avez absolument raison et j'ai pas de loin toutes les réponses parce que si je les avais, j'aurais déjà écrit un bouquin et je serais en train de le crier sur toute la planète. Donc, ça, c'est vraiment un énorme problème et c'est un problème aussi à voir avec le déni climatique, c'est-à-dire que le déni climatique était souvent, on a pu le constater dans les études, politiquement motivé, c'est-à-dire que les gens se tournaient vers des arguments de déni, pas nécessairement parce qu'ils y croyaient, mais parce que c'était politiquement pratique. Ça les arrangeait plutôt. Et par rapport à leur idéologie, parce qu'entre autres, ils n'avaient pas envie d'avoir une réglementation gouvernementale, ils avaient envie de continuer comme avant, etc. Et je pense qu'une chose à mettre en avant, c'est que vu que nous sommes il y a plusieurs pistes de réflexion, donc je n'ai pas de solution, mais juste plusieurs pistes. Un point, c'est que nous sommes au début ou en plein dedans, enfin selon notre trajectoire, la plus grande crise que l'humanité n'a jamais connue. Donc nous affrontons le défi le plus grand que l'humanité n'a jamais connu ou ne connaîtra jamais, on ne sait pas. Et quand on est confronté à quelque chose de cette largeur-là, chaque idéologie politique qui provient de temps anciens, où le monde était différent et n'était pas dans cette catastrophe, est un peu désuète c'est-à-dire que tout le monde doit un petit peu être prêt à y mettre du sien et abandonner ses préjugés précédents parce qu'il faut résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est un point, c'est-à-dire parce que autant à droite, on n'a pas envie d'avoir de la réglementation, on n'a pas envie d'avoir plus de mécanismes d'égalité, c'est-à-dire que si on réduit notre consommation de ressources, on est confronté à la problématique de l'égalité de la distribution, et on n'a pas nécessairement envie de faire plus d'égalité quand on est à droite. C'est un déclivage. Donc autant il y a ces problèmes-là qui sont à droite, autant à gauche, il y a une identification avec les secteurs extractifs et avec les syndicats qui insistent que la promesse de gauche, c'est la promesse de justement redistribuer les bienfaits de l'ère industrielle à tous les travailleurs. Et puis maintenant, on se rend compte que ces bienfaits de l'ère industrielle ne sont plus là, en fait. Donc, on a vraiment du chemin à faire dans toutes les idéologies. Et ça, c'est peut-être un point de réflexion, c'est juste d'avoir un petit peu d'humilité là autour et d'être prêt à réfléchir différemment. Mais ce n'est pas du tout facile. Un autre point, c'est de regarder les stratégies qui permettent de créer des coalitions de principes ou des coalitions d'intérêts ou des coalitions de mesures. Et il y a plusieurs papiers, enfin il y a juste plutôt un papier qui a été écrit là autour en Suède, qui faisait un petit peu une cartographie des différentes valeurs et positions politiques de différents citoyens.
et de regarder là où il y avait des intersections. Et là où il y avait une grande intersection, on pouvait essayer de réfléchir à un programme politique qui arrangerait cette coalition-là. Et ça, je peux vous l'envoyer si vous voulez, mais je pense que c'est une des directions qui permet de réfléchir. Mais c'est un problème super compliqué. C'est entre autres pour ça qu'on n'avance pas du tout. Et merci Jean-Pierre, tu as compris, donc il faut que tu nous corriges la constitution valaisanne au plus vite. On compte sur toi. Je ne sais pas si tu es le seul élu de la constituante, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marie. Oui, bonjour. Déjà, je vous remercie pour cette présentation qui était vraiment très, très intéressante et très, très bien faite. Et puis moi, j'avais une question, une question en deux parties. Première partie, en Suisse, quelles sont les premières actions qui pourraient être rapidement prises par les institutions publiques, par les politiques, qui pourraient être efficaces rapidement et qui auraient le plus grand effet? Et puis, deuxième partie, au niveau personnel, le citoyen, quelles sont les actions qui pourraient facilement être mises en place par les citoyens et qui permettraient d'avoir un impact assez rapide? Alors, je vais juste partager le lien de l'article. Bon, c'est un article académique avec beaucoup trop de mots, etc. Mais si vous voyez la figure 2, je pense que ça illustre un petit peu cette question des coalitions. Voilà. Alors, merci Marie pour la question. Alors, la Suisse pourrait faire des choses tout de suite assez importantes. Alors, comme je vous l'ai dit, une des choses les plus rapides et les plus importantes que pourrait faire la Suisse, c'est quelque chose sur laquelle c'est une chose sur laquelle travaillent beaucoup de campagnes d'activistes, c'est de encourager, mais l'encouragement n'a pas marché, donc contraindre la Banque nationale suisse à se désinvestir de ses investissements fossiles. La Banque nationale suisse, je ne sais pas du tout pourquoi, refuse, parce que ça est même écrit dans son règlement qu'il faut qu'elle prenne en compte les aspects sociaux et environnementaux dans ses investissements, à des énormes investissements de par le monde dans les secteurs fossiles. Et ça, ce serait quelque chose, c'est un énorme levier parce que la Banque nationale suisse est un énorme levier. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, avoir de la... je dirais au niveau du secteur financier, adopter le même genre de règles et de transparence qui sont très imparfaites, hein, mais le même genre de règles et de transparence pour le secteur financier suisse que pour le secteur financier européen, qui est un devoir de transparence envers les investisseurs, en fait, de dire à quel point est-ce que différents financements sont exposés aux risques climatiques. Donc ça, je pense que ce sont deux choses qui sont... parce que la Suisse est un peu petit pays, et on dit toujours, ah, mais nous sommes tellement petits comparés à X, Y grands pays, pourquoi est-ce que nous devrions agir? Mais l'ombre financière de la Suisse est assez grande au niveau mondial. Donc ça, ce serait deux points très importants tout de suite. Au niveau domestique, de l'économie domestique, des mesures, par exemple, sur les voitures. Mais pourquoi est-ce que la Suisse a le pire parc automobile d'Europe? Alors, la Norvège, juste pour vous dire où ils en sont, et la Norvège, c'est pas comme si ils étaient moins montagneux ou avaient une meilleure météo que la Suisse, hein. Ils ont une densité de population beaucoup plus basse en plus, pays beaucoup plus grand pour le nombre d'habitants. Et eux vont interdire les voitures à combustion interne en 2025, c'est dans 3 ans. Il ne sera plus possible d'acheter une voiture à essence ou diesel. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas possible en Suisse. On accuse un certain retard, mais il faut y mettre le paquet aussi. Donc il faudra bien en arriver là. Donc ça, c'est un point par rapport au secteur du transport. Au niveau du secteur du bâtiment, il faudrait faire beaucoup plus de rénovation et d'installation de pompes à chaleur, donc un programme pour les pompes à chaleur, chauffage à distance et rénovation des bâtiments. Par exemple, j'habite à Nyon. Apparemment, Nyon est sur une faille géologique où on pourrait faire de la géothermie et simplement, on n'a pas les financements pour mettre ça en place. Mais une fois que ce serait fait, Nyon et sa région pourraient être chauffés gratuitement par la géothermie pendant l'avenir, le reste de l'avenir. Ce sont des investissements actuels à faire pour permettre de vivre différemment ensuite. Et au niveau de l'alimentation, donc moi je suis très axée du côté consommation. Au niveau de l'alimentation, ce serait de faire passer
vers une alimentation plus basée sur les plantes. Ça ne veut pas dire qu'on interdit la viande ou les produits laitiers, mais ça veut dire qu'on en réduit la part. Ça peut se faire à travers les cantines. Donc, les cantines, par exemple, les cantines scolaires, les cantines institutionnelles, les cantines hospitalières, etc. Ça, c'est quelque chose où tout de suite l'État suisse ou les collectivités suisses peuvent avoir une influence assez grande. Et puis, aider le reste de la population à prendre ce tournant-là aussi. Voilà, donc ça, ce seront plusieurs pistes. Ah, et puis vous aviez dit au niveau personnel, alors la première chose ça dépend un petit peu de votre profil, mais au niveau des individus, la première chose avec l'effet le plus immédiat et qui est vraiment un effet significatif, c'est changer de mode d'alimentation. Parce que ça, vous avez rien besoin de faire d'autre que de changer ce que vous achetez et la façon dont vous cuisinez chaque semaine. C'est un changement à prendre, hein. Il y a un apprentissage. Mais c'est pas impossible. Il y a très peu de personnes qui ont vraiment besoin de manger de la viande ou des produits laitiers 3 fois par jour. Et la plupart des personnes ont des impacts positifs sur leur santé par ce changement. Donc, c'est vraiment pourquoi pas. Et ensuite, ça dépend un petit peu de votre profil. Si vous êtes quelqu'un qui prend l'avion toutes les 2 semaines, ben, ne prenez pas l'avion toutes les 2 semaines. Si vous êtes quelqu'un qui avait une grosse voiture et qui voyageait beaucoup en voiture, essayez de changer ça. Si vous êtes une personne qui avait une énorme maison, que vous êtes toute seule dans la maison, qui est très inefficace, essayez de changer ça, etc. Donc, ça dépend du profil de la personne, mais tous ces domaines vont devoir se transformer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vous remercie. Il y a des actions dans le plan d'action. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais... Bonjour, je suis Véronique Besson. Je vous remercie pour cette conférence très intéressante. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut passer sur du tout électrique, finalement. Mais d'un autre côté, on entend qu'à partir de l'hiver prochain, on va avoir des pénuries d'électricité. Actuellement, on a quand même, on roule électrique, mais l'électricité pour nos voitures vient d'usines à charbon de l'Allemagne. Est-ce que finalement, si on veut maintenir des objectifs, est-ce qu'on est obligé de passer sur une période de décroissance? Alors, je pense que ça, c'est une question. En effet, c'est peut-être une question aussi de transition. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être quelque chose qui correspondrait à un mauvais moment à passer, peut-être. Ça, je ne suis pas sûre, ça dépend aussi bien sûr de la situation internationale. Mais par exemple, la Suisse a aussi beaucoup de retard comparé à d'autres pays, y compris le Royaume-Uni, où il ne fait pas beau, sur le solaire photovoltaïque. Donc, par exemple, le Royaume-Uni produit, je ne sais plus, c'est un haut pourcentage de son électricité avec du photovoltaïque et en plus de l'éolien qui est en Écosse. Bon, peut-être que la Suisse pour l'éolien, c'est moins génial, mais il y aurait quand même un potentiel. Donc, il y a vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on veut être dépendant d'énergies qui sont géopolitiquement instables ou est-ce qu'on veut aussi produire plus chez nous? Et c'est tout à fait possible de produire beaucoup plus d'énergie renouvelable en Suisse et assez rapidement, en fait. Donc, si on était vraiment intéressé à le déployer, ça pourrait se faire certainement dans les quelques années qui viennent. On aurait déjà des grands effets et surtout que ces énergies deviennent de plus en plus peu coûteuses. L'autre point, c'est d'avoir des accords, d'établir des accords avec l'Europe. La Suisse ne sera jamais un îlot. Nous sommes à l'intérieur du réseau européen. Donc, d'avoir des accords de longue durée d'échange avec les pays européens. Un point intéressant, c'est qu'apparemment la Suisse est super pour le photovoltaïque et unique en Europe pour le photovoltaïque en altitude. Au-dessus de 1000 mètres, la Suisse aura un potentiel vraiment de stabiliser le réseau européen parce que au-dessus de 1000 mètres, il n'y a pas de nuages en gros en hiver, moyen. Et du coup, la Suisse arriverait à produire plus que les autres pays d'Europe en photovoltaïque. Donc, il y a vraiment des intérêts à mutualiser ce genre de choses. L'autre point, c'est que les voitures électriques consomment moins d'énergie au niveau total que les voitures à combustion interne qui sont incroyablement inefficaces. On perd 2/3 ou plus de l'énergie sans... Voilà, c'est juste des moteurs très, très, très inefficaces de par leur technologie et leur taille. Merci beaucoup. Est-ce que je peux passer la parole à Stéphane? J'ai vu que tu avais levé la main. Oui, merci pour l'intervention
même si effectivement à un certain moment j'ai eu un peu de mal à suivre, mais je fais le constat comme vous que la situation elle est dramatique d'une certaine manière, vous le disiez, hein, et les évolutions que vous dessinez nous amènent à vraiment un constat très noir. Et face à ça, la capacité de réaction, globalement, elle paraît limitée et pas à la hauteur de ces enjeux. Alors, c'est une question, je pense qu'on se pose tous, c'est pourquoi et comment on peut justement mettre en adéquation la réactivité par rapport au constat. Et un des leviers, vous le disiez, je crois que c'est la capacité des consommateurs à faire bouger les choses, parce que on est dans une phase de transition et on sait bien que on ne peut pas brutalement, même si ce que vous disiez montre qu'il faudrait agir très vite, mais on sent qu'il y a une inertie dans la capacité de réponse et que la transition est une phase obligatoire, mais malgré tout, le levier des consommateurs devrait pouvoir jouer. Et ça me ramène à la question des marques notamment, ou des signes de reconnaissance qui doivent pouvoir jouer un rôle, même si ce n'est pas le seul outil. Bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur des enjeux, mais malgré tout, ça devrait pouvoir contribuer à orienter des choix de consommateurs vers des produits moins consommateurs, moins producteurs de gaz à effet de serre. Et le constat que je me faisais, c'est que, je ne sais pas, mais autour de la vidéo, mais les gens qui portent des signes de reconnaissance ou globalement voilà, les outils intègrent peu ce critère-là, il me semble, au jour d'aujourd'hui. Et on pourrait le faire davantage. Alors, nous, on est dans une réflexion au niveau des parcs naturels régionaux français, là, où on est en train d'intégrer davantage la dimension carbone, notamment dans les activités touristiques. Parce que on sait que c'est un poste énorme de consommation, de production de gaz à effet de serre. Le déplacement, ou même le déplacement pour aller dans son lieu de vacances, ou sur le territoire même du séjour, c'est un poste important. Et donc, mais c'est vrai qu'on est certainement loin de répondre aux enjeux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette possibilité de faire jouer ce levier consommateur d'une manière générale? Après, on pourra parler aussi, nous, on est très sensible au maintien des élevages, parce que c'est aussi des éléments de maintien des espaces ouverts, c'est un élément de gestion de l'espace. Donc, mais comme vous disiez, je crois qu'il faut qu'on soit en mesure de moins consommer, mais de mieux consommer de la viande, par exemple. Hein. Donc, Absolument. voilà. Hein. Et c'est aussi un aspect qu'on développe beaucoup, nous, dans notre référentiel de marque. C'est cette dimension plus qualitative que quantitative. Voilà. Merci pour ce point. Alors, je pense que ce côté du consommateur ou de la demande, justement, ça s'articule un petit peu de manière différente à travers les différents secteurs. Et ça, c'est un des points, c'est-à-dire que c'est la première fois que le GIEC se penche là-dessus. Donc, on a vraiment une revue de la littérature scientifique à ce sujet. Et ce qu'il arrive, c'est qu'on voit que tout mettre sur le consommateur, c'est de toute façon pas une bonne idée, hein, parce que le consommateur prend à plein d'autres choses, y compris ses habitudes, y compris la pub, y compris plein de choses. Mais que dans certains secteurs, c'est carrément pas possible simplement pour les consommateurs d'agir d'être l'agent principal, et qu'il faut vraiment qu'il y ait une intervention d'investissement, de soutien, et je pense de liens entre producteurs et consommateurs qui sont différents. Et je pense que votre démarche s'inscrit peut-être dans ce contexte-là, c'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous mettez à la disposition
des personnes, mais vous aimeriez bien que ça se fasse de manière différente. Et donc d'avoir ce dialogue où vous êtes un petit peu en dialogue avec les personnes qui utilisent vos parcs, etc., pour leur dire, écoutez, là, il faut qu'on prenne un tournant, donc essayons de faire les choses de manière différente. Par rapport aux marques, un problème, c'est qu'il y a énormément de greenwashing et les pires, ce sont bien sûr les industries pétrolières qui ont tous des logos verts maintenant, qui ont tous, apparemment, à chaque fois qu'on voit une pub, il y a des panneaux solaires partout, mais qui font très très peu. Et là, il y a vraiment un risque, je pense que les consommateurs en aient marre, tout simplement, se disent de toute façon, ces signaux qu'on nous donne ne servent à rien parce que la réalité qui est derrière ne correspond pas. Et donc, je pense que juste soyez sûr que là où vous vous aventurez et ce que vous utilisez n'inclut pas de greenwashing parce qu'autrement, c'est vraiment un petit peu ce qui se passe en ce moment, surtout parmi les grandes entreprises, je dirais, qui sont très... Ouais. Mais, donc, je pense que c'est important d'avoir cette communication, mais il y a quand même des risques, malheureusement. Merci beaucoup, vous nous faites peur, si même nos marques sont plus crédibles. Ouais, non, c'est ça. C'est un bon message, effectivement. Il va falloir qu'on crédibilise nos marques et qu'on communique pour éviter qu'il y ait une perception de greenwashing. J'aimerais passer, alors, Marie, je ne suis pas sûr, vous n'avez pas baissé la main ou relevé la main. Alors, entre deux, on passe vite en Alsace. Chez Yves, j'ai vu que tu avais une question. Oui. Du coup, en fait, moi, bon, voilà, le constat, malheureusement, il est partagé. On sait qu'il est temps d'agir. Et du coup, moi, je suis un peu tourné vers la capacité d'action parce que c'est vrai, quand on se dit il faudrait que ce soit les consommateurs, il faudrait. Concrètement, nous, notre échelle d'intervention, c'est souvent des territoires infra. Pour ma part, par exemple, c'est l'Alsace. Et du coup, en fait, je suis assez convaincu que l'action, plus elle sera locale, plus elle a de chances d'être effective. Et du coup, ça veut dire peut-être qu'il faut travailler sur une autosuffisance vertueuse. Comment un territoire se produit l'énergie dont il a besoin, hein, on entendait tout à l'heure parler, et du coup, qu'il soit le plus vertueuse pour l'environnement. Est-ce que ce n'est pas aussi sur l'autoconsommation, essayer de travailler sur la capacité du territoire à produire ce dont il a besoin? Donc, et du coup, bien sûr, je pense qu'au jeu collectif entre les territoires, il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas tous être présents, on ne pourra peut-être pas, mais peut-être que c'est là où, entre guillemets, on pourra avoir quelque chose de vertueux parce que ça générerait une économie et ça permettrait aussi que l'investissement qui est fait sur ce territoire le soit fait sur des choses qui permettent de pérenniser un bien-être et un bien-vivre sur ce territoire. Et du coup, une fois que j'ai dit ça, maintenant, concrètement, comment on fait? Alors, je pense que c'est une idée qui a des plus et des moins, et je suis désolée de toujours un petit peu faire la part des choses. Et de nouveau, qui se départagent par secteur. C'est peut-être ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que quand on se tourne vers les énergies renouvelables, elles sont super par plein de points de vue, mais elles ont ces questions d'intermittence, de saisonnalité. Et du coup, l'approvisionnement en énergie renouvelable, si on ne veut pas tout savoir, une extraction de lithium démesurée ou pour faire du stockage énergétique dans des piles, etc., qui est aussi délétère pour l'environnement et pas très pratique, il faut une stratégie supra-régionale. Parce qu'il faut, au niveau européen, on peut tout à fait envisager une production autosuffisante en énergie renouvelable qui suffirait aux besoins de tous d'ici une ou deux décennies. Pourquoi pas? Mais au niveau régional ou local, non. On peut le faire pour une maison avec une batterie, oui, mais au niveau d'une ville, etc., c'est pas comme ça que ça va probablement marcher. Donc là, il faut, pour cette production-consommation énergétique, c'est clair que c'est génial de faire le plus possible régionalement, mais de demander une autosuffisance énergétique, c'est probablement pas comme ça que ça va ce serait bien d'être autosuffisant en moyenne, mais c'est clair qu'il y aura certains jours, certaines saisons où il va falloir donner aux voisins et puis prendre chez les voisins. Et pour ça, il faut des accords régionaux. Donc ça, c'est un point. Mais pour d'autres secteurs, c'est beaucoup plus envisageable d'avoir une stratégie cohérente autour de l'autosuffisance. En particulier autour de la nourriture. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à se poser, d'avoir, par exemple, si on mange des produits saisonniers locaux,
à quoi est-ce que ça correspond? À quoi est-ce qu'il faudrait des nouveaux livres de cuisine? Il faudrait des nouvelles idées de gastronomie qui correspondent à une alimentation durable et locale. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est une opportunité et un apprentissage en même temps. Mais bien sûr qu'il y aura toujours des régions qui produiront plus pour les autres que d'autres. Enfin, la France étant un des greniers à blé de l'Europe, c'est clair que en parlant comme une personne suisse, on n'est pas du tout autosuffisant en nourriture. N'arrêtez pas vos exportations, s'il vous plaît. On en a besoin. Donc, mais ça se réfléchit au niveau sectoriel. Et l'autre point, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire d'avoir une identité autour d'une qualité de vie locale excellente et justement de vivre mieux avec moi à l'intérieur de cette région. Je pense que ça, c'est vraiment une idée très, très importante. Un des points vraiment charnières, et je pense que personne ne l'a encore compris, c'est l'importance des services publics. C'est-à-dire les services dont nous dépendons tous pour l'accès aux choses que nous voulons faire dans notre vie. Et ces services publics, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un monde axé sur la consommation privée et inefficace vers un monde basé plus sur les services partagés. Et ça devrait se réfléchir de façon très démocratique. Donc, pas du tout, c'est moi qui impose et puis ensuite, c'est vous qui vous débrouillez. Et puis ça peut justement avoir cet aspect d'identité régionale. Je pense que ça, c'est quelque chose, une fois qu'on est en train de réfléchir là-dessus et de le mettre en place, on peut être extrêmement fier et le mettre en avant comme un facteur d'identité. Donc, je ne sais pas si c'était un petit peu votre direction. Mais ça, je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Marie, je vois que vous n'êtes pas toute seule. Il y a une question de la part de votre collègue, alors on vous écoute. Oui, bonjour Michael. Oui, alors c'est plus les interrogations que j'ai par rapport à au groupe de travail et à des sujets dont on entend très peu parler ou qui sont volontairement omis, je ne sais pas. C'est donc suite à une lecture, une conférence que j'ai eue le mois passé, j'ai lu que la pollution engendrée par la data, par les data centers, était, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, était 2 fois supérieure aux émissions de CO2 émises par l'ensemble du transport aérien, par exemple. Donc, on demande aux gens de ne pas prendre l'avion, ou bien on fait des restrictions là-dessus, mais on dit à personne d'arrêter de regarder Netflix, par exemple. Donc, c'est une interrogation que j'ai. Est-ce qu'il y a quelque chose où les gens, vous pensez à ça dans le groupe de travail? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là? Et puis, toujours lié à la data, mon autre question, c'était une conférence dans laquelle j'ai participé dans le cadre d'une transition festival, faisait part que toutes les nouvelles technologies qu'on développait maintenant dans Je le vous but... entends plus. Je vous entends plus. Vous aviez dit festival? Ouais, vous m'entendez là? Là, je vous entends. Ok. Oui, donc c'était suite à une conférence dans le cadre d'un festival lié à la transition énergétique qui faisait état du fait que les technologies qu'on développe maintenant dans le but de diminuer nos émissions de CO2 sont génératrices de CO2 de par la data et les data centers et qui seraient même excédentaires par rapport à ce qu'on pourrait économiser. Donc ça, c'est ma première interrogation, c'est est-ce que vous tenez compte de cette partie data? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui sur lequel on pourrait travailler? Ça, c'est ma première question. Je peux vous voulez répondre à celle-là ou je vous pose directement la deuxième? Alors, allez-y pour la deuxième parce que je suis en train d'essayer de trouver une référence que je ne trouve pas encore. Je suis désolée. Ok, pas de souci. Et puis, la deuxième interrogation que j'ai, c'est quand on regarde les courbes d'évolution, les tendances haussières d'émissions de CO2, elles correspondent pas mal, ou en tout cas, elles ont la même tendance haussière que l'évolution démographique de la planète. Donc, est-ce que c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte? Je me dis, peut-être, est-ce que cette planète n'est peut-être pas faite pour 9 milliards de personnes? Ou est-ce que, forcément, entre 4 milliards et 9 milliards, on consomme plus? Est-ce que c'est que des changements qu'on doit faire maintenant? Ou est-ce qu'on fait des changements pour adapter notre surpopulation? C'est un peu l'interrogation que j'ai. Ou est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, mais... Ok. Alors,
Alors, merci pour ces deux points. Alors, la question des data centers, etc. Donc, nous, dans nos rapports, nous sommes en train de regarder les émissions de toute la planète, donc du secteur de tous les secteurs, etc. Donc, ces émissions sont prises en compte pour autant qu'elles soient dans les statistiques nationales. Et vu que les data centers payent leur facture d'électricité, on en tient compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la comptabilité. Par contre, il y a un nouveau phénomène. Malheureusement, les crypto-monnaies, alors ça, c'est carrément l'horreur. Parce qu'eux, ils sont carrément en train de faire des choses. Les crypto-monnaies, je pense que c'est... chaque fois que je regarde, ça correspond à des émissions équivalentes d'un pays de plus en plus grand. Parce qu'ils sont... et eux, ils se mettent carrément à côté de vieux puits de pétrole pour brûler ça dans des... C'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins en rogue, on va dire, pour faire ça avec Bitcoin. Et ça, c'est un problème assez grand, qui est comptabilisé d'une certaine manière, mais où c'est quand même un effort d'essayer de trouver les données. C'est pas mon... Et donc, crypto-monnaie, c'est l'horreur. N'utilisez surtout pas les crypto-monnaies. C'est un truc qui consomme beaucoup, beaucoup d'énergie fossile et c'est en plus un moyen de perdre de l'argent apparemment en ces temps-ci. Alors, pour les data, donc, on comptabilise ces données. Par contre, il y a des différences, c'est-à-dire qu'il y a différentes estimations sur l'impact du streaming et du digital. Et ce que je vous ai partagé, c'est un article qui date déjà il y a 2 ans, mais qui essayait de faire un fact-check sur différentes valeurs qui sont mises en avant. Donc, je le partage avec vous parce que c'est une source vraiment très fiable. Carbon Brief, ils sont, je pense, parmi les plus réputés. Et ils ont essayé d'y voir un peu plus clair. Ils ont trouvé que les émissions étaient moins que celles qui étaient mises en avant par certains groupes, y compris en particulier le Shift Project, qui avait certaines données qui étaient simplement trop grandes. Donc ça, c'est quelque chose où je pense que c'est un débat qui est en train de continuer, mais ce n'est pas complètement clair où on en est. Et ça, c'est un petit peu une des dernières références que j'ai vues qui essaie de tirer ça un petit peu plus au clair. Donc, je vous recommande de regarder ça. Mais donc, les émissions sont comptabilisées. Par contre, la largeur n'est pas claire. C'est du pourcentage, mais si c'est plus que l'aviation, moins que l'aviation, c'est pas clair. Il y a beaucoup plus de personnes au monde qui utilisent le numérique que qui utilisent les avions. Donc ça, c'est un autre point. C'est-à-dire que si on regarde non seulement la largeur des émissions, mais qui les utilise, on a tendance à vouloir réduire celles qui sont les plus inégalement réduites, c'est clair que l'aviation, ça, c'est très, très inégal. Donc ça, c'est un autre point. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser du numérique pour rien, et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut utiliser les crypto-monnaies, c'est l'horreur. Bon, ça, c'est un point, votre deuxième point qui était sur la population mondiale. Alors, il y a certains impacts environnementaux où la population joue un rôle, y compris la perte de biodiversité, parce que l'agriculture, c'est-à-dire que dans beaucoup de régions du monde, les populations sont poussées dans des zones de plus en plus marginales et ça touche la biodiversité. Le réchauffement climatique n'est pas considéré comme un impact climatique où la population joue un rôle primordial parce que c'est tellement inégal. Comme je vous l'ai montré, les 10% les plus riches, c'est la moitié des émissions au niveau mondial. Donc là, si on peut tuer la moitié de la population et puis réduire les émissions de 7%. Ou tuer 10% de la population et réduire les émissions de 50%. Donc ça, ce n'est pas un problème de population, c'est un problème de distribution de richesse, on peut dire. Et une richesse plus également distribuée, ça c'est un papier qu'on a écrit. Il se trouve que ce serait plus facile à décarboniser en fait, toute autre chose étant égale. Donc la question de la population, le problème c'est qu'actuellement on a une grande population qui est trop pauvre et qui vit qui est démunie, et une petite population qui est trop riche et qui consomme beaucoup trop, et le reste du monde qui est entre les deux. Alors la question c'est comment est-ce qu'on arrive, dans quel avenir est-ce qu'on veut s'avancer? La question de la population, c'est-à-dire que si une des choses qui est plutôt peut-être positive avec la question de la population, c'est dès qu'on donne aux femmes les moyens et les connaissances et un statut socio-économique qui leur permet de prendre des décisions, c'est-à-dire les moyens de contraception
et la capacité de se les acheter et la capacité de s'imposer dans leur société, le nombre d'enfants baisse dramatiquement à l'intérieur de même pas une génération. C'est-à-dire ça, c'est vraiment quelque chose où, en fait, on est dans une crise de population qui est une crise d'inégalité des genres, qui est due à l'inégalité des genres et qui est en fait une crise de naissances qui ne sont de grossesse et de naissances qui ne sont pas voulues. Ce sont des millions et des millions de naissances de par le monde. On le sait que les femmes ne veulent pas avoir. Et donc là, c'est vraiment la question, une question de droit humain, de dignité humaine, de tout ce qu'on veut, c'est de leur donner les moyens de ne pas avoir ces bébés. Et ça déjà qu'on est sur une courbe de stabilité et probablement de décroissance de la population humaine pendant ce siècle, cette courbe peut être accélérée en donnant les moyens aux femmes simplement d'avoir un petit peu de contrôle sur la base de leur vie. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est et si on donne les moyens d'une vie décente à tous, est-ce qu'on ne va pas exploser le budget carbone? Et ça, on a fait le calcul et la réponse, c'est non, pour autant qu'on élimine la surconsommation. Donc, si on élimine à la fois la surconsommation et qu'on donne les moyens à tout le monde, on devrait pouvoir y arriver avec des technologies efficaces sans exploser le budget carbone. Voilà. Donc ça, je suis désolée pour la réponse un peu longue. Mais en attendant, je ne suis pas pour les guillotines et je ne suis pas pour ce genre de choses-là, mais c'est clair, comme Thomas Piketty et d'autres le disent, un impôt sur les revenus et un impôt sur la fortune, c'est une politique climatique. Donc ça, ouais. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une dernière question. Jean-Pierre. Oui, alors, je change de sujet un peu. On vient sur l'aspect territorial un petit peu qui a été évoqué tout à l'heure. C'est une mi-question, mi-interrogation. Vous avez évoqué, Madame Schindberger, l'importance des services publics. Aujourd'hui, d'ailleurs, qui fournissent aussi là, je reviens sur de la communication de qualité. Souvent, ça va regarder dans les rapports qui sont faits au niveau fédéral. Même maintenant, c'est ce qui se passe au niveau des plans climat qui sont en train de sortir. On a de la communication de qualité qui est faite, mais qui n'est pas très peu lue que par certaines personnes. Et puis, là, pour revenir à des notions territoriaux, est-ce que vous avez connaissance d'initiatives qui peuvent faire de la communication autour de ces phénomènes adaptés à un territoire, sans être trop simple, mais quand même en étant vulgarisé et touchant en fait les différentes personnes? Alors ça, c'est une question excellente. Merci. Et puis j'ai aucune idée. Parce que le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les scientifiques, on est assez nuls pour la communication pour la plupart. Et puis, alors là, il y a des questions qui se posent. Je pense que de nouveau, on peut les poser par des questions de public, des questions de moyens de communication et des questions c'est-à-dire de quelle constellation. Et une chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'actuellement, dans notre enseignement public, donc simplement au niveau du primaire et du secondaire, notre enseignement n'est pas... nous avons de nouveau le défi le plus grand que l'humanité a jamais affronté et on n'a pas de curriculum autour du climat et de l'action climatique. Et ça, c'est un point essentiel déjà abordé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait passer la communication dans les écoles? Est-ce qu'on arrive à élaborer un curriculum qui est à la hauteur de préparer nos enfants simplement à l'avenir qui vont vivre? Ce n'est pas une question de leur faire peur, c'est une question de les armer des connaissances et des idées dont ils ont besoin pour naviguer le monde dans lequel qu'on leur offre sur un plateau qui n'est pas super. Ça, c'est un point. Et ensuite, il y aura peut-être des questions de formation continue, je ne sais pas, ou je ne sais pas comment... Je pense que c'est intéressant de penser à des démographies différentes et de penser à quelque chose qui serait adapté à ces différentes démographies. Une chose qui est très intéressante, je suis en train de lire un superbe livre qui s'appelle « Le grand dérangement » d'Amitav Ghosh, qui en fait pose la question pourquoi est-ce que nous n'avons pas de littérature et de fiction
autour de la question du climat. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, des livres de fiction qui nous permettent de réfléchir là autour. On pourrait penser à des émissions de télévision, on pourrait mais de nouveau autour du divertissement, c'est-à-dire autour des choses auxquelles on aime bien réfléchir et penser, donc, ou du théâtre, ou je ne sais pas quoi, de la BD. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tous ces autres moyens de communication, et le climat, il est assez absent de pas mal de nos sphères culturelles. Et lui, il a plein de raisons là autour pourquoi c'est absent, c'est trop grand, ça colle pas, etc. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait actionner. Quand par exemple, ça rejoint un petit peu la question de la population, une façon de faire changer les cultures en Afrique ou en Asie autour des moyens de contraception et des droits des femmes, c'était en passant par les émissions de télévision, en passant par les feuilletons. C'est-à-dire qu'on abordait à l'intérieur d'un feuilleton télévisé la problématique d'une femme qui a besoin d'un moyen de contraception, qui a un enfant qu'elle ne veut pas, qui est en train de vivre une situation difficile dans un couple, etc. Et puis, du coup, ça permet, entre les différents personnages, de faire un changement de conversation et de société. Et ce qui serait intéressant, ce serait par exemple de reprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de la constituante citoyenne en France ou des assemblées citoyennes dans les autres pays, et d'avoir cette discussion à travers les différents personnages dans la sphère culturelle. Mais on peut penser à tous les moyens de communication. Si c'est 5 minutes sur le climat, à la radio, etc. Je ne sais pas. Tous les moyens sont bons, mais très peu de moyens sont utilisés. Et ça, c'est quelque chose que je trouve à la fois effrayant, et en même temps, si on arrive à faire mieux, on peut peut-être arriver à changer les choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, je n'avais pas de réponse, mais j'ai quand même pris pas mal de minutes. Désolée. Ouais. Bon, merci. Vous avez peut-être encore une petite minute pour une dernière question. C'est le cas, donc je regarde ici dans la salle. C'est pas le cas, moi j'en ai quand même une. Hein. Vous êtes un petit peu notre vigile du Moyen-Âge, donc au sommet de la tour, vous voyez arriver en face de vous une armée extrêmement puissante, et vous gardez le sourire. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous arrivez à garder le sourire tous les jours et être aussi joyeuse. On arrive à faire des miracles avec la pharmaceutique ces jours-ci. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas sous drogue. Je ne suis pas sous drogue. Qu'on arrête tout de suite ces rumeurs. Mais non, je ne sais pas. Pourquoi je garde le sourire? Parce que je vous parle. Comment? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je veux dire, à vous entendre, on vous sent quand même optimiste. Non, je ne suis pas optimiste. Non. Je suis célébrant pessimiste. Donc, je pense que ça va être la catastrophe et que beaucoup de personnes vont mourir. Et puis que ça va être l'horreur complète, et puis qu'on va réussir à sauver très très peu, et que nous allons vivre des temps très 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 difficiles, et que chaque année va être pire que la précédente. Donc ça, c'est ce que je pense qui va se passer. Je vous parle avec le sourire parce que je parle de choses qui m'intéressent. Je parle à des gens qui sont intéressés, qui sont vous. Et il y a plusieurs années, on ne me demandait pas il n'y avait pas un tel intérêt et un tel engagement généralisé. C'est-à-dire je pense qu'il y avait encore l'illusion que le climat, c'était le problème des autres, que les climatologues allaient s'en charger, ou bien le gouvernement, ou bien Dieu sait qui, et puis et qu'il n'y avait pas besoin que chacun y mette du sien. Et je pense que chacune y mette du sien. Chacune y mette du sien. Le français est une langue bizarre. Et maintenant, je pense qu'il y a le fait que nous avons cette réunion, c'est déjà un symptôme d'un changement de cadre, d'un changement de perception. Et je pense que ça, c'est la seule façon qu'on a une chance d'y arriver, c'est-à-dire si on a vraiment un mouvement de société beaucoup plus généralisé, où beaucoup plus de personnes prennent sur eux de faire passer les connaissances et de faire passer le besoin d'action, même si ce n'est pas confortable, même si c'est difficile. Et ça, j'espère que vous en ferez partie. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de participer à ce genre de réunion. Mais je ne suis pas quelqu'un qui croit qu'on va y arriver du tout, en fait. Eh ben, si je résume, c'est nous qui vous donnons le sourire. Oui. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence, c'était extraordinaire.
Je pense qu'effectivement, tout le monde en a pris conscience. On va essayer chacun dans nos métiers, dans nos marques, d'aller le plus loin possible. On a compris qu'il y avait une urgence. Ça, je pense que c'est vraiment le message clé que vous avez encore renforcé par votre dernier témoignage. Et puis, on se réjouit de pouvoir continuer notre travail. On verra où ça nous mène. Et puis surtout de vous lire. Et bon courage pour la suite de vos travaux. On a vraiment besoin de vous, les scientifiques. Et sans vous, peut-être qu'on en a pris conscience, mais sans vous, on ne saurait pas où aller. En tout cas, merci beaucoup. Merci Madame Steinberger. C'était vraiment très bien. Et pour tout le monde, on se retrouve pour les marques cet automne. Vous allez recevoir un doodle pour vous proposer des dates en présentiel. Moi, j'aimerais faire quelque chose qui ne se fait pas quand on est en ligne. J'aimerais vraiment qu'on vous applaudisse de manière réelle. Il y a quelques mains qui sont levées, mais vraiment. Merci à vous et puis merci d'avoir duré 1 heure et 1 heure et demie. Merci et puis je pense que je sais que c'est pas facile, donc merci aussi à vous de réfléchir à comment avancer et de pas lâcher prise. Ça, c'est la seule chose qui n'est pas permise. Merci beaucoup. Et merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. De toute façon, la technologie, ça va tout résoudre, il n'y a pas vraiment de problème. Ah ouais. C'est ce que tu veux, là, on est un petit cercle. Exactement. Donc, le mur, il n'est pas loin, mais on va dans le mur. Il y va. Et peut-être qu'il faudra y aller comme ça me permet. Les gens ne se réveillent pas. Alors, qu'est-ce que le Valais peut faire? Qu'est-ce que la marque Valais Excellence peut faire? Tout simple. Ils ont discuté il y a 6 mois au Grand Conseil pour interdire dans les nouvelles constructions les chaudières à mazout. Le Valais est le seul canton de Suisse qui n'a pas interdit. Tu peux avancer ce que tu veux. C'est la préhistoire. En 2022, tu peux